Donc il dit, Khaled, le policier, quand il est arrivé, mes cappuccino, cappuccinette, devant la porte de cette chambre, il l'a poussé comme ça un peu de la main, mais il n'y est pas rentré tout de suite. Et il va checker comme ça, il a toujours son arme en main, avec par-dessus, vous savez, comme le FBI, la lampe torche. Et là, il va se mettre à avancer. Il dit, la pièce, elle était comme toutes les autres, avec cette odeur de renfermé, ces poussières, cette crasse. Bah, c'est normal, cette maison, ça fait des années qu'elle n'a pas été ouverte, elle est abandonnée. Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous faire l'histoire du policier et du sorcier. Ça fait un moment que je vous avais dit que je devais vous la raconter. Donc là, le moment est venu. Quoi qu'il en tous les cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Alhamdoulilah. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time sorcellerie, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite. On va faire la connaissance du policier. Et ce policier, il se prénomme Khaled. Donc cette histoire avec lui, elle commence comment? C'est simple. Il était un soir en train de faire une ronde. C'était une nuit qui était assez longue et il n'a qu'une idée en tête, c'est de rentrer et de pouvoir dormir. Mais là, il y a quelque chose qui va couper ses pensées et son plan. C'est que vous savez la radio qui est dans la voiture, qui alerte les policiers sur des délits. Là, elle va sonner dans sa voiture. Et il va entendre la policière qui dit, il y a à tel endroit, telle adresse, plusieurs personnes ont téléphoné pour signaler la présence d'un individu bizarre qui est en train de rôder près d'une maison qui est normalement abandonnée. Donc le policier Khalid, il connaît très bien le secteur, il sait très bien de quel quartier ils sont en train de parler, donc il va répondre et il va dire que je vais m'y rendre. Ça fait plusieurs jours qu'il en entend parler de cet individu qui rôde, mais à chaque fois que ses collègues y allaient, il n'y avait personne. Donc lui, il s'est dit, je vais faire une autre stratégie. Quand je vais arriver là-bas, j'éteins mes gyrophares et je mets pas de sirène. Comme ça, je peux alpaguer cet individu, l'arrêter et ça suffit, c'est un dossier clos. Donc il part, il se met en route, il finit par arriver. Donc c'est un quartier très ancien. Donc là, il rentre dans le quartier, il arrive devant la maison. Il voit déjà d'aspect extérieur, elle est vraiment très ancienne. Et c'est la maison, vous savez, qui est au fond de l'impasse, quoi. Donc là, il se dit, normalement, gyrophare et sirène, j'ai pas mis, j'ai roulé doucement. La personne, si elle est encore là, je vais l'attraper directement. Donc lui, le policier Khalid, cette maison, c'était pas la première fois qu'il la voyait. Tout le monde parle un peu de cette maison, celle-ci en particulier. Elle a beaucoup d'histoires, elle a beaucoup de légendes, de mythes qui se racontent autour d'elle. Beaucoup jusqu'à aujourd'hui disent qu'ils y voient des choses bizarres s'y passer, s'y produire. Il y en a, ils voient des ombres passer devant les fenêtres. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils entendent des bruits bizarres à l'intérieur de celle-ci. Donc notre policier, lui, il faut savoir, c'est quelqu'un qui est très cartésien. C'est-à-dire que lui, toutes ces histoires-là, il n'y croit pas. Bon, il sait, il nous dit, voilà, dans le Coran, je sais que c'est mentionné les djinns, donc ça existe. Mais pour que cela existe encore à notre époque, à nous, je ne pense pas et je n'y crois pas. Quand il entendait, il nous dit des récits sur cette maison, que c'était plutôt juste pour faire frissonner les enfants, se faire peur entre adultes. Mais sinon, cette maison, pour lui, c'est une simple maison vide. Lui, il se dit, s'il doit rentrer à l'intérieur, il va attraper peut-être un squatteur, mais rien de plus, quoi. Il ouvre sa boîte à gants,
Il prend le keshaf, c'est-à-dire la lampe torche, et il descend. Il avance vers le portail de cette maison. Il dit comme ça, quand il était en train de regarder pour voir s'il n'y avait pas du mouvement bizarre, il y a une des grandes fenêtres. Ils l'ont passé en courant. Et là, il a été surpris parce qu'il s'y attendait absolument. Il dit quand même, il a un peu paniqué parce que il est tout seul. Donc directement, son instinct policier, il reprend le dessus. Waqaf, c'est-à-dire, arrêtez-vous. Et lui, il insiste bien pour dire que jamais une seule seconde, il a pensé que ça pouvait être quelque chose de surnaturel ni paranormal. Pour lui, là, c'était un voleur parce que cette maison, elle comportait encore des biens. Il a décidé, le policier Khalid, de sauter le mur et de rentrer dans le jardin de cette maison pour accéder à l'intérieur. Il y avait un silence vraiment lourd. La nuit, elle était pesante. On n'y voyait presque rien. C'était quand même assez, dit, angoissant. Donc là, il s'est mis à avancer vers le perron. Il marche et il arrive donc devant la porte d'entrée de cette maison. Et là, il a toujours sa lampe torche. Il descend comme ça pour voir la poignée, pour appuyer et rentrer à l'intérieur. En fait, il y avait autour silsilat hadid, c'est-à-dire il y avait une chaîne et sur cette chaîne il y avait un goufoul tout neuf. Un goufoul, c'est un cadenas. Mais le cadenas, il dit, il date pas comme la chaîne. La chaîne, elle avait l'air d'avoir un certain vécu quand même, elle était assez rouillée et tout, mais le cadenas, il était assez neuf, comme si qu'on venait à peine de sortir de son paquet et de cadenasser bien cette porte. Lui, quand il était sur le perron, en train de regarder le cadenas comme ça et réfléchir comment il allait rentrer à l'intérieur, en fait, à l'intérieur de la maison, il entendait des bruits de pas. Il reste concentré et à un moment donné, les bruits de pas de la personne qui est dedans la maison, il va plus rien entendre. Ça l'a stressé. Le silence, il était devenu encore plus pesant. Quand il dit tout d'un coup, il est proche comme ça de la porte, tac, 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 3 coups comme ça. Instinctivement, j'ai sursauté. J'ai fait quelques pas en arrière et là, j'ai pris mon arme et je l'ai visé comme ça en direction de la porte. Écoutez, sortez. Mais il a dit, malgré les menaces, malgré la voie qu'il a pris pour essayer que cette personne, elle sorte, elle flippe et qu'elle se rende, il n'y a eu aucun bruit d'ouverture de porte, aucune phrase, oui, je vais me rendre, rien. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il est retourné dans sa voiture, il a pris un objet qu'il avait conséquent, et il revient avec, et il se met à frapper, vous savez, sur le cadenas, pour l'ouvrir, que la chaîne tombe, et qu'il puisse pousser la porte et rentrer à l'intérieur et arrêter cette personne. Il prend comme ça dans ses mains, vous savez, le cadenas, dans sa bouche, il met la lampe torche, et il frappe comme ça avec le truc et il est parti chercher dans sa voiture. Un coup, 2 coups, au 3e, ça se pète. La chaîne, elle glisse et là, il peut ouvrir enfin cette porte. La bouche tout doucement comme ça. Donc quand la porte s'est bien ouverte, il a vu qu'il n'y avait personne. Il avait nul autre choix que de rentrer. Donc il rentre et dit, déjà ce qui vous frappe dès que vous rentrez dans cette maison, c'est l'odeur de renfermé. Il a tout de suite éternué parce qu'il est allergique à la poussière. Et ici, vous aviez des toiles et des toiles de poussière. Dalam Dam, c'était une obscurité pesante, lourde, voire même, il nous dit, anormale. Mais là encore, il n'a pas la jugeote de se dire, je ne vais pas y aller tout seul, il faut que j'appelle du renfort. Non. Donc là, il va nous expliquer l'agencement de la maison à l'intérieur comment c'était. Donc il nous dit quand il a marché un peu, fait le mamar, ça veut dire couloir. Là, il y avait une première pièce qui était, comme il nous dit, un petit salon. Donc il est rentré, il était là, il regarde et tout. Il est en stress. Il dit au même moment où je suis en train de checker bien ce petit salon, je sens et j'entends derrière moi une haraka, c'est-à-dire du mouvement. Et quand je me tourne, je vois vite fait que quelqu'un est passé d'une pièce à une autre. Mais c'était très furtif. Donc il dit, il se met à avancer d'une manière un peu rapide, tout en ayant son cœur. Il dit qu'il battait à 100 000. Vous êtes tout seul, vous êtes en pleine nuit dans une maison. Bon, même si vous y croyez pas trop à ces histoires, bah, tout va vous revenir en tête, ça vous fait un autre stress. Imaginez le pauvre, comment il était. Et la pièce où il avait vu la personne passer d'une autre pièce à une autre, elle se trouvait comme de par hasard, je déteste ça, tout au fond du couloir. Donc là, il a dit, je marchais en faisant très attention et j'entendais que mon cœur, ma respiration et mes pas sur le vieux plancher. Tac, tac, ça grinçait à chaque fois. Il dit donc là, je commence à m'approcher de la pièce où
je pense qu'il est rentré. Quand je me suis retournée, pour moi, c'est cette pièce-là qui est là. Que la personne, elle doit être reclue, cachée là-bas. Quand il est arrivé, mes cappuccinos, cappuccinettes, devant la porte de cette chambre, il l'a poussé comme ça un peu de la main, mais il n'y est pas rentré tout de suite. Il va checker comme ça, il a toujours son arme en main. La pièce, elle était comme toutes les autres, avec cette odeur de renfermé, ces poussières. Mais elle a tout de même une grosse particularité. Il va frapper notre policier aux yeux. Il va voir sur le sol, vous savez, des tarasses, des signes occultes, comme le rond avec l'étoile, là, le pentacle. Tout ça dessiné sur le sol, c'était dessiné avec du sang. Et ça avait une odeur de sang séché ancien, quelque chose d'extrêmement gore et d'extrêmement flippant. Maintenant, en checkant mieux cette pièce, en fait, il va voir qu'il y en a plusieurs ronds comme ça, des signes occultes bizarres par terre au sol, mais aussi sur les murs. Et dans un coin comme ça de la pièce, il y avait une odeur très forte. Et il va voir qu'il y avait, vous savez, beaucoup de chats. On voyait leurs tripes, leurs intestins ouverts. Et il savait que c'était avec leur sang fait ces signes occultes, ces trucs de sorcellerie. Après, il a dit, j'ai été envahi d'un sentiment de frisson. Et je vous parle même pas des bougies fondues qu'il y avait au sol. Donc là, directement dans sa tête, le policier Khalid, il sait que cet endroit, c'est un endroit de rituels occultes, de cérémonies, de rituels sataniques. Vraiment, il a trop peur. J'étais en panique et à un moment donné, je vais entendre des pas lourds venir, on dirait, dans ma direction. Donc directement, je vais me retourner. Je vois personne. Mais là, je commence à être pas bien. Donc, il nous dit, quand il était rassuré qu'il n'y avait rien derrière lui, il s'est dit sans doute que c'est l'endroit qui commence à me jouer des tours avec la découverte satanique bizarre là que je viens de faire. C'est peut-être mes pensées qui jouent avec mes nerfs. Et là, il dit, c'est bizarre, mais je commence à avoir très chaud alors qu'on était en plein milieu de la nuit et qu'il faisait froid. Et même quand je suis rentrée dans cette maison, il faisait froid. Et là, je comprenais pas d'où est-ce que cette chaleur extrême pouvait provenir. Et là, de nouveau, il va avoir un bruit du côté de la porte. Donc, il va se retourner, notre policier, et là, il va voir une ombre bouger. Donc, le temps qu'il sorte de la chambre, dites-vous, et qu'il aille dans le couloir et qu'il voit ce qui c'était de rattraper et d'arrêter cette personne, la personne a été ultra rapide. Alors qu'il dit quand même, j'étais à un âge quand même jeune, j'étais très athlétique, donc je comprenais pas comment il pouvait faufiler comme ça vite. Il voyait que son ombre passait. Et là, notre policier, il est sûr maintenant de l'endroit où cette personne de nouveau est partie se cacher, du salon qu'il avait quitté la première fois. Donc là, il repart en direction de ce salon. Quand il arrive devant, il rentre. Et là, d'un coup, bam, une personne, elle sort. Et cette personne, quand elle sort, elle a les deux mains comme ça, en mode, elle va étrangler notre policier Khalid. Moi, je m'attendais, sans m'y attendre, à ce qu'il y ait une confrontation, mais pas comme ça. Il l'a pris vraiment par surprise. Et en plus, il dit, les mains, elles avaient une force qu'il ne peut même pas expliquer. Et ça l'a directement, bram, plaqué, donc le policier, au mur. Donc le policier s'est retrouvé complètement maîtrisé par cette personne. Mais le plus flippant, c'est même pas ça, c'est que maintenant, en fait, avec le combat, le fait qu'il se débatte et que cette chose, elle essaie d'avoir la maîtrise sur le policier, de ses mains va tomber en premier lieu El Keshaf, la lampe torche. Et quand elle va tomber la lampe torche, bam, elle va se briser. Ce qui fait que là, il n'a même plus de lumière. Là, tout était devenu obscur. Imaginez la terreur que ça doit être. Et plus ça va, plus c'est en train d'étrangler le policier qui commence à tousser, qui commence à manquer d'air, qui commence à être vraiment pas bien. Il essaye de se débattre comme il peut. Le seul truc qu'il dit que j'arrive à faire, c'est de le taper avec mon arme sur le visage, partout où je peux l'atteindre. Et en lui disant, comme ça, parce qu'il a du mal, il est en train de l'étrangler. Il dit, pourtant, je mettais les plus gros coups que je pouvais mettre, parce qu'il dit, c'est l'instinct de survie, mais rien à y faire. La personne ne veut pas lâcher le policier. Et il dit directement dans ma tête, je me dis, c'est sûr, c'est pas une personne normale, parce qu'il dit, moi, il faut savoir que je fais 1m89, presque 1m90. Je suis musclé, je suis grand, je suis jeune, je suis athlétique. Comment ça se fait que je n'arrive pas à retourner cette personne? Alors que j'ai l'impression de l'avoir un peu plus petite que moi. Normalement, j'arrive à avoir le dessus. Et là, il dit, lui, de cette personne, il entendait que sa respiration forte, malodorante, bizarre.
Il a dit les mains qui étaient autour de mon cou, elles étaient très chaudes, très rugueuses. J'avais l'impression même il y avait des picots sur les paumes des mains de cette chose qui était en train de m'étrangler. Et je sentais que l'oxygène a commencé tout simplement à me manquer. Sauf que je faisais tout pour me maintenir et essayer de faire quelque chose et sauver ma vie. Et à un moment donné, je vais commencer à entendre de la personne qui est en train de m'étrangler des paroles, des phrases, des mots, sauf que Wallah, je ne sais pas en quelle langue il me parle. Il ne parle pas en khaliji, il ne parle pas saoudien, il ne parle pas arabe al-fosha, c'est-à-dire l'arabe littéraire. Il parle une langue que je ne comprends pas, et bizarre et apeurant. Je vous jure que j'étais en train de partir. Wallah, je me suis vu carrément petit dans les bras de ma mère. J'ai dit ça c'est les images peut-être qui passent devant les yeux d'une personne qui s'apprête à quitter la vie, à mourir. Et là, j'ai eu un regain, il dit, de courage, de force. Il dit, je sais pas, c'est sorti d'où. Mon pistolet, je le tenais fermement. J'ai senti qu'il était contre son corps ou je savais pas. J'ai appuyé, pam, deuxième coup, troisième coup. Quand j'avais mis ces 3 coups, c'est là qu'au troisième, j'ai senti l'emprise enfin des mains de cette personne se lâcher. Mais au moment où il y a eu ce troisième tir, je vous jure que dans la maison, il y a eu des cris de femmes, des cris d'enfants, des cris d'hommes mélangés. Et le cri de cette personne, c'est le cri le plus effrayant que j'ai entendu de toute ma vie. Il faut savoir qu'aussi le corps, donc, il s'est effondré, pas en arrière, mais il est tombé sur moi. Moi aussi, donc, je me suis retrouvée à tomber par terre. Donc, le corps, il s'est retrouvé, tac, il dit comme ça, le policier sur lui. Avec peine, parce que je reprenais à peine mon oxygène. Là, l'adrénaline, elle était à son maximum. J'étais perdue. J'avais encore les sons de ces cris horribles dans ma tête. Mais j'ai réussi à pousser ce corps. Tout de suite, j'ai fait comme ça. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai mis la lampe torche et je me suis reculée pour voir la personne. Il dit, donc là, c'était un vieux monsieur. Super effrayant. Il était vêtu de noir, mais que là, en fait, dedans, bas de son corps commençait à sortir, et bien, je suis désolée des détails, le sang. Quand il a regardé, il a dit qu'il avait vu où les balles étaient parties, et il y en avait une qui avait atteint donc sa poitrine, et il pense que c'est celle-ci qui a fait qu'il est mort. En fait, on voit que ses paupières, elles vont bouger et que la personne était bien en train de le regarder. Et avant de lâcher son dernier souffle, il a dit une phrase, il nous dit le policier qu'il n'a pas comprise, mais il va dire un mot qu'il va bien comprendre et qui résonne jusqu'alors dans ses oreilles. Genre en gros, tu vas le regretter. Et ensuite, la personne est morte. Donc lui, il était choqué parce qu'il n'avait jamais tué, enfin, en service quelqu'un. Il est toujours arrêté, blessé, mais qu'une personne elle soit morte de son arme. Il était choqué, il a repris, il a dit ses esprits en disant bah, c'était de la légitime défense et que s'il faisait pas ça, il serait mort. Et qu'il avait fait des sommations. Il regardait le corps, il était encore sonné, il avait mal partout, surtout au niveau de sa nuque. Il voit que de la bouche du monsieur, elle va s'ouvrir. Alors là, il est mort. Hein. Elle s'ouvre et il dit, il voit une bête horrible, 1000 pattes, un truc trop bizarre, en sortir tout noir, tac. Et directement, dès que cette chose, elle est sortie, il y a eu une coulée de liquide noir qui s'est mis à sortir comme ça de la bouche de ce vieux monsieur. Avec peine, il a réussi à se relever. En boitant, en respirant mal, en ayant mal à la nuque, en ayant la main dessus, il sort de la maison pour aller à sa voiture, prendre le talkie et appeler au secours, appeler de l'aide. Donc il a demandé du renfort, mais il demande aussi une ambulance. Donc il dit, lui, il pouvait rester dans sa voiture en attendant la patrouille et l'ambulance, mais il a eu, il dit, une curiosité. Il devait comprendre et savoir c'était qui cette personne, donc il voulait aller voir s'il avait une carte d'identité. Donc il rentre dans la maison, il arrive auprès du corps du vieux monsieur. Bon, il n'y avait aucun papier, puis c'était une personne d'un certain âge. Il a regardé comme ça le corps, il a dit qu'il a vu qu'il avait un tatouage un peu bizarre de la lettre Kef. Il dit qu'il avait pris son portable pour faire une photo du tatouage. Au même moment, il dit au loin, il commence à entendre les sirènes de l'ambulance et des renforts. Il est parti les voir.
Il leur a expliqué en deux ce qui s'était passé. La scientifique, ils ont relevé les empreintes, ils ont fait des photos. Le médecin légiste est venu. Une fois que toute la scène de crime elle a été, on va dire, décortiquée, ils ont pris le corps de ce vieux monsieur et ils l'ont ramené à la mort. Il dit, moi j'étais assis dans l'ambulance, on était en train de me soigner les griffures et tout ça que j'avais sur le cou. Il dit, là, il voit la voiture de son chef qui arrive, on va dire le commissaire. De son visage, dès qu'il est sorti de la voiture, je l'ai senti vénère. Mais pourquoi? Je sais pas. Comment ça se fait que tu as tiré? Il va lui répondre Khaled que lui, il comptait pas tirer. Il y a eu l'appel, tout ce que je vous ai raconté. Qu'une fois qu'il est rentré à l'intérieur, il lui a après sauté dessus. Il y a eu une bagarre, qu'il allait mourir. Il avait son arme en main. C'était soit lui, soit moi. Même si on nous prépare dans nos métiers à potentiellement un jour il faudra ôter la vie d'un autre humain, il dit je restais humain, j'étais choqué de ce que j'avais fait. Donc là le commissaire il va demander à Khalid de venir avec lui au poste. Donc Khalid il dit moi dans ma tête directement je me suis dit c'est bon, mise à pied, sûr que je vais avoir des problèmes avec la hiérarchie, c'est mort, je crois que je perds mon taf. Donc là ce qu'il s'est passé, c'est qu'en arrivant au poste de police, le commissaire a demandé à 2 autres policiers de faire le rapport détaillé. Et une fois qu'il a fini, le commissaire, il l'attendait et il lui a dit de venir dans son bureau. Et là, il dit, quand je m'installe, la première chose que mon chef, il me dit, c'est, est-ce que tu sais, c'est qui la personne que tu as tuée? Khaled, il savait pas du tout c'était qui. Dire que lui, c'est un grand sorcier du nom de Intel. Directement, le puzzle, il commence un peu à se mettre en place, avec la découverte des pentacles bizarres, des signes occultes qu'il avait vus dans la pièce. Nous, en fait, on était sur le dossier depuis un certain temps et notre but, c'était de l'attraper, mais de l'attraper vivant. Parce que il est lié à plusieurs sorciers et sorcières. Imagine Mago. Là, on est carrément dans Harry Potter, mais genre en mode, il travaille avec des autres personnes et ils sont connus et on voulait en gros faire un coup de filet et tous les attraper. Mais celui que Khaled il avait tué, c'est lui Ras El Belas, c'est-à-dire c'est lui qui est à la tête de toute cette organisation là. Et là en gros, il leur avait tué des années d'enquête. Mais là, Khaled dit, quand il avait entendu son patron lui dire que c'était pas n'importe quel sorcier, que ce sorcier il est dangereux, qu'il appartient à leur organisation, que c'est pas pour rien ce tatouage qu'il avait, c'est parce qu'ils ont prêté allégeance à un truc vraiment grave, occulte, satanique, et que vous allez voir, je vais pas vous spoiler. Là, il dit, j'ai eu des frissons. Il est sorti du commissariat que le matin, vers comme ça 8 heures. Donc il était fatigué. Il avait mal partout, il était en panique, il était pas bien. Et j'arrive enfin chez moi, il dit Ana Azabi, c'est-à-dire je suis célibataire, j'habite dans un tout petit appartement. Ce jour-là, quand je rentre chez moi, j'étais pas bien. J'avais encore la scène de quand j'ai tiré, le regard de ce vieux, les cris que j'ai entendus, alors que la maison, il n'y avait que moi et lui et il n'y avait personne d'autre. Donc je me demandais d'où pouvaient provenir ces cris. J'essaie de refaire le fil de tous les événements, de comment ça s'est passé. Tout, j'essaye de tout me rappeler. Il dit là, subhanallah, j'avais le besoin d'entendre une voix qui m'apaise et qui me réconforte et qui va me redonner un peu le sourire et l'espoir. Et cette voix-là, c'est la voix de ma mère. Donc il dit, je prends mon téléphone et je vais pour l'appeler. Et subhanallah, comme si que ma mère elle avait ressenti que j'étais dans le mal, je trouve des appels manqués de sa part. Comme si qu'elle avait ressenti que quelque chose est en train de se passer ou de m'arriver. Qui dit directement, sa mère, même pas elle laisse une sonnerie, dès qu'elle voit le numéro de son fils, elle a décroché. Ah Khaled, شلونك حبيبي صاير معك قاعدة اتصل فيك وانت ما قاعد يعني ترد علي. Genre en gros, mon chéri, ça va, depuis je t'appelle mais tu réponds pas, qu'est-ce qui se passe, qu'il se passe quelque chose et tout. Et il dit l'information, elle n'avait pas encore fuité auprès par exemple des médias, des journalistes locaux pour dire que un policier a tué un grand sorcier, patati patata. C'était pas encore sorti cette information. L'enquête, elle était encore interne. C'est fou comme le cœur d'une mère, quand son enfant il est face à un danger ou qu'il a vécu quelque chose qui est dangereux, ils ont une alerte. Non, ça va, c'était une nuit un peu mouvementée, agitée, mais c'était la routine habituelle. Je me suis endormie, j'étais épuisée et directement je vais rêver. Et je vais rêver quoi selon vous? Je vais me rêver à l'intérieur de cette maison maudite. Je vais tomber face à face, donc dans mon rêve, face à ce sorcier qui était en train de rigoler à gorge déployée
et qui voulait, on dirait, comme m'impressionner, m'intimider. Et moi, j'étais donc face à lui, en train de lui dire de se taire et d'arrêter et de se rendre. Mais quand je voulais lever mes mains avec le pistolet, il dit ma main elle était lourde et j'arrivais pas. Et là le sorcier s'est approché de moi. Très très proche. Il a posé sa main comme ça. On est toujours dans le rêve, mais Cappuccino, Cappuccinette de ce policier. Et il l'attrape donc, il nous dit par son épaule et il lui a dit cette phrase mot pour mot. Anta dammart kul shay. Tu as tout détruit. Ça l'avait fait tellement frissonner comment il avait dit cette phrase avec cette intonation flippante et comment il avait regardé droit dans les yeux et comment il faisait peur le sorcier, que directement en fait il s'est réveillé de ce cauchemar. Il dit quand je me lève, je suis trempé, je transpire de partout, je suis pas bien, j'ai du mal à respirer. Subhanallah, l'épaule qu'il m'a tenue dans le rêve, quand je me suis réveillée, j'avais une douleur très très forte à cette épaule-là. Et je vous ai dit, encore une fois, il faisait extrêmement froid. On était dans une période, pas d'été, on était en hiver. Donc là, je ne comprenais pas aussi pourquoi. Il a commencé à avoir dans mon intérieur une chaleur extrême. Je vais me lever pour faire mes ablutions, le wudu et faire la prière. Et de faire la prière, alhamdoulilah, ça m'a beaucoup soulagé, ça m'a apaisé, ça m'a détendu. Et ensuite, il prend sa voiture et il va au travail à son poste de police. Quand il arrive, les collègues qui n'étaient pas là la nuit passée, ils ont entendu ce qui était arrivé. Donc quand ils l'ont vu venir, ils l'ont tous salué. Comment ça va et tout. Il a dit sur lui, ça se voyait quand même qu'il n'avait pas dormi, qu'il était choqué, qu'il était touché. Mais il leur a dit ça va, vous inquiétez pas. Il dit il a un collègue à lui vraiment proche qui s'appelle Saïd, qui est venu le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte. Donc là, il a raconté à son pote. Son pote, il avait la bouche ouverte devant lui. Il était choqué, surtout quand il lui a donné les détails à la fin. J'ai vu quelque chose sortir de sa bouche, il a perdu un liquide noir, il y a eu un cri et tout, il était en panique, il lui a dit juste tiens bien tes prières Lester, on ne sait jamais avec ce genre d'individus-là qu'ils n'ont aucune crainte et qu'ils n'ont pas peur de Dieu, espérons que le bien, que le khayr. Donc il dit après, il a repris un peu ses dossiers, il voulait vraiment se replonger dans le travail et oublier ce qui venait de se passer. Il dit à un moment donné, il voit que son téléphone privé se met à sonner. Et il ne connaît pas le numéro. Mais il décide quand même, il nous dit, Khaled, de décrocher. Quand il décroche, il dit allô. Il dit là, il entend aucun jawab, c'est-à-dire aucune réponse. Il entend juste un souffle léger. Il redit allô. Il dit à un moment donné, il va juste entendre la personne raccroche. Donc directement Khaled, il rappuie sur le numéro de téléphone et il attend que ça décroche, mais ça décroche pas. Donc là, il dit instinctivement, j'ai eu peur, j'ai commencé à avoir les menaces que tout le monde me disait. Imagine que son clan, à ce sorcier, il décide de se venger, de me faire du mal, que c'est eux qui ont réussi à me remonter. Et tout, il était en panique, mais il a dit bien vite, je voulais plus avoir ces idées-là noires dans la tête pour pas devenir fou et pas vivre dans la psychose. Donc je me suis dit, ouais, peut-être ça doit être des farceurs ou soit des tours opérateurs et tout ça, là, qu'ils ont dû appeler et que voilà. Mais il ne voulait pas penser que ça pouvait être lié à l'histoire du meurtre du sorcier. Bon, après, il n'a plus reçu d'appel et il a continué son travail. Finalement, la journée, enfin, pour Khaled va se finir. Et quand il rentre chez lui, dites-vous, il est minuit et demi. Il rentre, il dit, je suis fatigué, je veux juste dormir, je veux juste manger. Tellement que je suis dans les problèmes et que je suis encore choqué de ce qui venait de m'arriver, que dites-vous, ce jour-là, j'ai zappé complètement de prendre un repas du midi et mon dîner du soir. Bon là, ce qui s'était passé, c'était quand même que là où ils habitent, c'est quand même assez petit. Donc la nouvelle, la nouvelle quand même, elle avait fait écho. Et donc maintenant, sa mère, elle avait été au courant. Elle lui avait envoyé un message en lui disant, t'as vu, hier, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose, pourquoi tu m'as pas dit? Il a répondu à sa mère qu'il ne voulait pas lui infliger encore plus de problèmes, que c'est bon, ça va se régler et qu'elle s'inquiète pas pour lui, qu'elle lui fasse juste des invocations et que ça devait aller. Et là, elle lui dit, c'est vrai que genre c'est un sorcier qui t'a tué, qui est mort et tout. Il lui a dit oui. Donc il dit là, je prends le plat, je le mets dans le micro-ondes, je vais au salon, je le mange. Il dit là, quand j'ai fini, j'ai ramené le tout dans la cuisine. Je suis partie dans le salon pour éteindre la télé. Mais là, quand je vais me rappeler du rêve que j'ai fait hier, concernant le vieux et tout, qui m'a attrapé par l'épaule, j'ai eu peur.
Donc j'avais pas envie d'aller tout de suite dans ma chambre. J'ai rallumé la télé et j'essayais de penser à autre chose. Parce que directement, en fait, dès qu'il y avait un moment de calme et que j'étais qu'avec moi-même, je repensais au sorcier. Il dit donc là, il faut qu'il vous explique comment c'était son salon. Donc là, en face, il a sa télé. Ensuite, il a son canapé, il est comme le mien. Et imaginez que le mur, là, il y a un tout petit peu comme ça, un petit espace. Et après, il y a la porte du salon, le couloir et ensuite la porte de son appartement. Et il dit donc, j'étais comme ça, avec la télécommande, en train de zapper. Et à un moment donné, je vais entendre des coups comme ça sur ma porte. Donc il dit instantanément, vu l'heure, parce que maintenant il était un peu plus d'1h30 du matin, quand j'entends frapper comme ça chez moi, j'ai sursauté, j'étais en panique avec ce qui venait de m'arriver. Et donc j'étais là, je commençais à respirer fort et ça continuait de frapper. Donc là il dit, j'étais choquée, mais je me suis dit non, il faut que j'aille voir, peut-être c'est un voisin qui est en détresse ou il y a un problème, il y a un truc, c'est pas possible. Donc là il dit, je fais le tour comme ça de mon canapé, je commence à emprunter le couloir, je commence à marcher comme ça, tac, tac, et il dit à un moment donné, paf, d'un coup, les lumières de mon appart s'éteignent. Mais il dit, je suis resté courageux, j'ai fini de marcher jusqu'à la porte d'entrée, j'ai ouvert, je suis sorti comme ça, j'ai regardé à droite, je regardais à gauche, il n'y avait personne, donc j'ai refermé la porte. J'ai dit, j'ai récité Ayat al-Kursi, le verset du trône, j'ai essayé de m'enlever les idées noires de ma tête. Je me disais, le sorcier, il est mort, il peut rien te faire. Dès qu'il repartait vers le salon, les lumières, elles se sont rallumées. Bon, il a dit peut-être c'était un problème de fond de contact ou quelque chose comme ça. Il a fini, dit, donc par éteindre la télé de la salle et à se dire, il faut que j'aille dormir dans ma chambre. Je ne peux pas dormir sur mon canapé, j'ai besoin de dormir sur le matelas. Donc il dit, j'arrive dans ma chambre, tout en récitant le Coran, je me mets dans le lit et je vais rester comme ça à réciter jusqu'à m'endormir. Si donc là, je dormais bien, mais à un moment donné, maintenant, je ne vais plus ressentir ni de chaleur, ressentir du froid. Et ça qui va me réveiller. Donc là, quand je vais prendre mon téléphone et voir quelle heure il était 3h30 du matin. Et aussi, ce qui m'a réveillée, c'est que j'ai commencé à entendre du bruit qui vient du salon. Donc il dit là, je me lève doucement de mon lit. J'ouvre la porte de ma chambre doucement et je commence à marcher. Et quand j'arrive au milieu du couloir, je commence à dire « Min hina » qui est là. Sauf que là, il nous dit « Khaled », il n'y a aucune réponse. Il a dit, il ne s'est plus senti en sécurité. Il a décidé de faire marche arrière, repartir à sa chambre, ouvrir la table de chevet, prendre son arme pour repartir. Parce que là, il s'est dit, il y a des gens qui sont chez lui. Donc là, il dit, quand il est reparti, il voit que la télé qu'il avait éteinte avant d'aller dormir, elle était rallumée. Mais comme si on avait sa luminosité, c'était pas dynamique. Elle n'était pas en mode dynamique, elle était vraiment faible. Et il voit que la table, elle était retournée. Sauf qu'il dit, c'est pas une table de gnognotte. C'est une table que pour la porter, elle est tellement lourde qu'il faut être au moins 2. Tout seul, tu peux pas pour la soulever. Que là, il dit, je vois un truc passer, bam, une ombre courir, j'entends les pas et c'est parti dans la cuisine. Parce que là, on a le salon, là, il y a la porte et là, il y a la cuisine qui est derrière. Donc là, il dit directement, j'ai tourné mon arme, arrête-toi, c'est qui? Et là, il dit, je cours directement parce qu'il n'y a aucune autre issue pour la personne qui s'est enfoncée de la cuisine que de passer par le salon. Pour ressortir, il n'y a pas d'issue. Donc il dit là, j'arrive, j'allume la lumière de la cuisine et il n'y a personne. Pourtant, je l'ai vu, je l'ai entendu rentrer, se cacher dans ma cuisine. J'étais en panique. J'habite en étage. La personne, elle ne peut pas sauter par la fenêtre. Elle est passée où? C'est pas possible. Il dit là, je commençais à devenir fou. Et ce qui me rendait plus fou, c'est que je savais que c'était pas des visions. Je le voyais. J'ai décidé de faire un tour de l'appartement. J'ai vu qu'il n'y avait vraiment rien. La porte, les clés, elles étaient dessus. Donc vraiment, c'était inexplicable ce qui venait de se passer. Là, j'étais encore plus touchée et fatiguée. J'ai décidé de retourner dans ma chambre. J'ai fermé à clé derrière moi. Je me suis assise sur mon lit. J'ai récité le Coran que je connaissais. Je suis restée à réciter ainsi jusqu'à m'endormir. Quand je vais me réveiller, c'est les rayons du soleil qui vont me frapper au visage.
Et c'est là que je veux savoir que le matin était enfin là. Donc là, il dit, quand j'ouvre les yeux, j'ai mal au corps, je suis fatiguée, je suis pas bien. Je me sens pas moi-même. Wallah, je sais pas ce qui m'arrive. Il dit, donc là, je regarde vite fait du regard, je vois que ma chambre, il n'y a rien d'anormal. Je me lève, j'ouvre la porte, je vais au salon. La scène d'horreur que j'ai rien compris, la table renversée, etc. Donc c'était pas un rêve. Et là, je commence à me poser des questions en mode, qu'est-ce qui peut faire ça? Est-ce que ce serait pas lié au sorcier? Et imaginez si c'est lié au sorcier, je me demande si c'est pas une na'la de sa part, si c'est une malédiction de sa part, ou si c'est parce qu'il avait des djinns, des démons, qui sont en train de s'en prendre à moi par vengeance, parce que peut-être j'ai tué leur maître, je sais pas, il a dit dans ma tête, je commençais à avoir 10 milliards de scénarios. Parce que maintenant, pour moi, ça a existé. Quelques jours passent et de plus en plus, chaque nuit, il n'arrive pas à dormir, il entend des choses dans son appartement, il y voit des choses, il ressent des choses même le touchent. Et il ne sait pas comment s'en dépêtrer. Et comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'aime pas se confier, parler, se plaindre. Et il garde tout pour lui. Donc maintenant, pour lui, c'était devenu comme un supplice, le pauvre, de rentrer dans sa maison, alors que pour lui, c'était son cocon. Là, il est au travail. Son collègue Saïd, qui l'aime beaucoup, il commence à capter sur son pote, sur Khalid, qu'il manque de sommeil, qu'il n'est plus lui-même, qu'il ne parle plus, qu'il ne rigole plus, qu'il est en train de s'éteindre petit à petit, et il commence à s'inquiéter. Au début, il ne voulait pas, parce qu'il connaît son pote, son caractère, il savait très bien que même s'il va lui parler, il ne va pas lui dire, mais ce jour-là, il a décidé de ne pas le lâcher jusqu'à ce que Khalid lui dise qu'il ne va pas. Donc là, Saïd est parti voir Khalid, lui dit, Khalid, ça se voit que t'es pas dans ton assiette, que t'es pas toi-même, que t'es pas bien. Il lui dit, ouais, la vérité, wallah, d'habitude, j'aime pas plaindre, j'aime pas dire quand ça va pas, mais je me sens vraiment mal, je dors peu, très très peu, et quand j'arrive à dormir, je regrette même de dormir, parce que je fais des cauchemars que tu peux même pas t'imaginer. Donc son pote, il lui dit, ah oui, aussi, je voulais te dire, hier, les gars de telle section, ils ont dit que la police qui est chargée, donc les enquêteurs qui sont chargés des affaires de sorcellerie, hier, avec les deux imams, ils sont partis à la maison où il y a eu l'histoire avec le sorcier et ils ont vraiment fait une grosse saisie de toutes les affaires occultes et tout, laisse tomber toutes les choses graves qu'ils ont trouvées. C'était vraiment fou et ils ont trouvé beaucoup de livres et des livres anciens et avec le kef, la lettre kef que tu as vue, est décrit comme toi tu l'as décrit dans ton rapport. Et eux-mêmes, ils étaient choqués et ils ont dit que c'était très grave et que ce sorcier, ce n'était pas un sorcier d'un petit niveau. Que cette lettre, ils l'ont retrouvée partout dans cette maison, sur les murs, au sol, dans les endroits tels que les toilettes et tout. Bref, bizarre. Je me dis, je sais pas pourquoi, mais je sens que derrière cette lettre, la lettre Kef, il y a un mystère, il y a un secret, il y a quelque chose. Il lui dit donc, Khalid, de quel genre? Il lui dit, je sais pas, peut-être que c'est en rapport avec le monde occulte. Peut-être, imagine que c'est le nom d'un petit djinn ou bien de son chef. Moi, pour moi, j'ai lu un peu de choses, j'ai essayé d'un peu enquêter de mon côté. Et pour moi, c'est sûr que cette lettre appartient au djinn le plus fidèle de ce sorcier et qui veut dire Khadim al-Sihr, le serviteur du sorcier. Comme ça. Et il était choqué. Eh bien, Khalid, parce que Khalid lui-même, vous vous rappelez, je vous avais dit que quand il est mort, il avait pris la photo tellement, en fait, c'est un truc qui l'a interpellé. Et là, Khalid, il dit la vérité, je ne voulais pas le montrer à Saïd, mais sa déduction, elle n'était pas si conne que ça. Parce que moi-même, j'y avais pensé en réalité, mais j'éloignais au maximum ces pensées de ma tête, parce que j'avais peur de ce qui risquait de m'arriver si ces choses, en réalité, avaient pris décision de se venger pour leur sorcier que j'avais tué. Là, son pote Saïd, il lui a dit, écoute, la seule alternative que tu as à ça de les combattre, c'est de rester toi-même, de rester droit, de tenir tes prières, de tenir tes invocations, de tenir tes protections, d'être toujours à la wudu, c'est-à-dire d'être toujours en état d'impulsion, de faire bien, mais vraiment très bien tes prières, de mettre du Coran chez toi, de lire toi-même le Coran, et Inch'Allah, Dieu, il sera ton protecteur, et rien de mal ne va t'arriver. Et donc là, au bout d'un moment, il a dit à Saïd, c'est bon, s'il te plaît, là, vraiment, viens, on change de sujet parce que je me sens vraiment pas bien. Donc, ils ont fini leur journée de travail.
Il dit là, je rentre chez moi, il est aux alentours de 8h30. Je mange un petit truc, ensuite je reste dans mon salon et je réfléchis avec moi-même. Et je me rappelle que j'avais fait pas mal de photos, quand même, de la scène de crime, du sorcier, de son cou, de son tatouage. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre mon téléphone et je vais regarder. Donc là, il dit la première photo sur laquelle je tombe, c'est sur le sorcier quand il était mort. Il dit, donc là, j'ai agrandi la lettre Kef qu'il avait sur le cou et j'ai comparé avec les photos que j'avais prises du dossier que les imams ils avaient relevé. Et franchement, ça ressemblait. Ensuite, comme Saïd m'avait dit sur les murs, j'avais une photo de la pièce aussi. J'ai agrandi. C'est vrai que la première fois, j'avais pas vu que cette lettre, elle était comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les murs, il y avait énormément d'écritures, mais qui voulaient rien dire. Et on dirait que c'était la langue que le sorcier, il m'avait parlé juste avant de mourir, mais que je comprenais pas c'était en quelle langue il me parlait. Et il dit à un moment donné, il y a mon œil qui va être attiré par quelque chose sur le mur, donc je vais grandir. Donc comme je vous ai dit, j'avais repéré cette lettre sur les murs comme il me l'avait dit Saïd, mais sur une de ces lettres-là, je vais voir qu'il y a bien la lettre Kaf avec comme une couronne au-dessus. Donc là, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça? Et là, en fait, cette lettre Kaf, elle n'était pas comme les autres. Elle était là, mais assise comme sur un dessin, comme sur quelque chose qui s'apparenterait tout simplement à un trône. Je me disais, est-ce que vraiment mon instinct, il me dit que j'ai tué vraiment genre comme un chef, un truc vraiment important. Il me dit, imagine que cette lettre Kaf appartient, je ne sais pas moi, à un djinn, qui son prénom commence par cette lettre, mais que c'est pas un djinn de petite catégorie. Quand je voyais que je commençais de plus en plus à paniquer, j'ai éteint mon téléphone et je me posais des questions et je m'en voulais. Je me disais, mais dans quoi je me suis mis? Dans quoi je suis rentrée? À force de pensées négatives, j'ai fini par penser positif en me disant, de toute façon, quelle que soit la force de soit ce djinn, ce démon, ou bien de ce sorcier, je me suis dit que même s'ils font toute la force de l'humanité, ils ne seront pas plus forts que Dieu. Et là, je me suis mis à réciter le Coran et les invocations pour m'apaiser. Donc là, j'étais fatiguée. Comme il était assez tôt et que je manquais de sommeil, je voulais dormir. Et je me suis levée. Ma mère m'avait fait ramener de l'eau coranisée qu'elle faisait elle-même. Quand elle savait que ça allait pas, qu'on se sentait mal, elle nous donnait toujours cette eau-là qu'elle récitait elle-même dessus. Ensuite, je suis restée à regarder la télé et quand j'ai eu envie de dormir, je suis partie dans ma chambre. Là, il dit, je me suis mis dans le lit, j'ai récité mes protections et je commençais à dormir. Il dit, quand j'ai fini par m'endormir, à un moment donné, je vais être réveillée. De quelle manière? Je vais commencer à recevoir comme ça, tac, 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 sur moi, des gouttelettes d'eau très froide. Ici, donc là, je me suis levée en sursaut. J'ai touché comme ça mon front, j'ai vu qu'il était très froid et surtout qu'il était mouillé. Donc, c'était pas un rêve. Et là, il dit, la chambre, elle est plongée totalement d'obscurité. Et je vois juste en bas de la porte une petite lumière, mais je sais pas cette lumière, elle vient d'où. Et j'entends, en même moment que je regarde pour comprendre c'est quoi que j'ai laissé, ou que j'aurais pu laisser allumer, j'entends du bruit dans le fond de ma chambre, du côté de l'armoire. J'ouvre le tiroir de la table de chevet. Je mets ma main, je prends mon arme, je suis dans mon lit et je vise vers le coin de l'armoire et je dis, qui est là? Je sais qu'il y a quelqu'un avec moi parce que j'entends une respiration, j'ai entendu le bruit dans le coin de la chambre, mais je vois rien. Mais je sais que je ne suis pas seule. D'un coup, la lumière de la chambre, elle va s'allumer toute seule. Il dit, vous savez, quand vous êtes dans l'obscurité totale et qu'on allume la lumière d'un seul coup, vous êtes un peu comme ça, aveuglé. Vous ne voyez pas très bien. Et il dit quand même, je vais voir que mon armoire, la porte, elle s'est refermée doucement, mais pas en entier. Et j'ai entendu son bruit. Imaginez l'horreur. Je me suis levée, j'ai marché, je suis arrivée devant l'armoire, j'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai écarté comme ça les vêtements. J'étais avec mon arme, bien évidemment, mais il n'y avait rien. Il n'y avait personne. Alors que je l'ai vu s'ouvrir et se fermer devant moi. Donc là, il dit, il faut savoir que dans mon armoire, sur le fond de l'armoire, j'ai un miroir. Il est à l'intérieur. Quand j'ai regardé partout, il n'y avait rien, mais par contre, il y avait une odeur que j'ai reconnue tout de suite. Parce que c'est une odeur qui marque. Parce que c'est une odeur de traumatisme. C'est l'odeur horrible
que j'ai senti dans la maison où j'ai tué le sorcier. Et j'étais là comme ça, en train de renifler, d'être dégoûtée de cette odeur, que là, mes yeux vont monter sur le miroir et là, je vais voir qui dans le miroir? Le sorcier que j'ai tué, mais avec un visage beaucoup plus effrayant qu'il avait quand j'avais tué. Là, il était ultra flippant, voire pour moi, c'était pas un humain, mais je reconnaissais ses traits. À travers, on dirait, un visage, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de djinn. Le pire, c'est que quand je l'ai vu, il était debout derrière moi. Donc moi, quand je me suis retournée, j'étais en panique, mais il n'y avait personne. Mais quand je revenais pour regarder dans le miroir, je le voyais. Je voulais crier, je voulais partir, je voulais faire n'importe quel geste, mais j'arrivais pas, j'étais paralysée. À un moment donné, quand je vais re-regarder dans le miroir, je vais voir qu'il est plus là. Il dit là, j'avais du mal à respirer, j'étais vraiment pas bien. Je pleurais. Là, ça y est, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Parce que je savais que malgré que j'avais tué l'homme, je pense que maintenant j'avais affaire à ces djinns et si lui-même en réalité c'était pas un djinn que j'avais tué. Donc là je savais dans quel degré de problème j'étais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les problèmes qui m'arrivent, ils m'arrivent toujours aux alentours d'1h30 du matin, 2h, 3h, toujours comme ça un peu avant le fajr. Toujours il m'arrive ces dingueries. J'ai pris les clés de ma voiture, je me suis dit je vais faire un tour, respirer en écoutant le Coran pour essayer de me calmer. J'ai roulé avec le Coran, les fenêtres ouvertes, ça m'a fait du bien, ça m'a apaisé. L'air de respirer, d'être à l'extérieur, je me sentais plus protégée et sécurisée que chez moi. Et à un moment donné, je réfléchissais à comment j'allais m'en sortir. Et là, je vais me rappeler d'un ami de mon père, qui est un homme d'un certain âge, qui est un homme très pieux, qui est même imam. Et je me suis dit, il faut que je l'appelle et que je lui parle à lui, que je raconte à lui les dingueries qui sont en train de m'arriver. Il dit, malgré leur tardif, j'avais honte. Je me suis encouragée et j'ai décidé, malgré qu'il faisait tard, de l'appeler. Au bout de 3 sonneries, ça décroche. Il dit là, il entend donc l'oncle Abdallah, il s'appelait, si je ne vous l'ai pas dit, qui décroche avec une voix endormie. Il lui dit, allô, Menoumaha, genre en gros, allô, qui est au bout du fil? Et là, il lui dit, Khaled, c'est moi, Khaled, le fils de ton ami Intel, le défunt. Il m'arrive un gros problème, je suis désolée de t'appeler à cette heure-ci, mais il n'y a que vers vous, en gros, que je peux me retourner et il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Donc là, comme je parlais vite et j'étais en panique et tout, il m'a dit de me calmer et de lui raconter doucement. Et j'ai repris une respiration et je lui ai raconté en raccourci les plus gros problèmes qui m'arrivaient. Et comment c'était arrivé, suite à quoi, parce que j'avais tué un sorcier, etc. Et là, l'oncle Abdallah, il m'a dit, la première chose que tu vas à faire, c'est toujours être en état de pureté. Les ablutions, toujours lire tes invocations et tes protections. Tenir ta prière. Le meilleur aussi que tu puisses faire, c'est de lire Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, tous les jours à la maison. Si tu peux le faire toi-même, réciter, c'est le mieux. J'ai écouté ses conseils attentivement et j'ai dit que j'allais tous les appliquer. Et il lui a rajouté l'oncle Abdallah. Et si tu vois qu'il n'y a aucune amélioration suite à ce que je t'ai dit de faire, mais que ça s'empire et que ça prend du level, tu n'hésites pas soit à me rappeler, soit à voir un autre imam, même pour que tu le ramènes chez toi et tout. Mais d'abord, essaye de faire comme je t'ai dit. Donc, il lui a dit, Khaled, je vais faire tout ce que vous m'avez dit, mais est-ce que moi, ce que je vous ai raconté, vous pensez que c'est un djinn qui est en train de me vouloir du mal, ou bien le sorcier, je ne sais pas comment expliquer. Donc là, il lui a dit, suite à ce que tu m'as dit, c'est obligé que c'est soit un djinn qui appartenait à ce sorcier, soit quelque chose qui t'a touché là-bas et qui veut te posséder ou qui t'a possédé, ou soit c'est un des autres sorciers qui travaillait avec le sorcier que t'as tué qui veut se venger. Mouhim, en tout cas, c'est pas des gens de bien qui te font ça. Pour lui, il lui a dit la vérité, pour moi, je sens plus que c'est des choses, genre des djinns, que des humains. Donc là, il lui a dit, écoute, demain, viens me voir à la mosquée où je travaille. Je travaille dans une nouvelle mosquée et on parlera mieux. Il lui a dit, ok, le policier. Donc là, il dit, raccroche et il était rassuré. Il s'est dit, au moins, je pense qu'il y a quelqu'un qui me comprend et qui va m'aider. Et là, il dit, je roule, j'ai décidé de rentrer chez moi. Et il dit, là, je vois le sorcier comme ça au bord de la route. Au début, je me dis, c'est mon subconscient parce que je suis encore choquée et dans la peur de ce qui m'arrive. Sauf qu'il dit, par exemple, je le vois là,
Je vais rouler comme ça 2-3 kilomètres, je le revois. Qui me regarde. Donc là, il dit, je rallume le Coran et je veux plus regarder du côté passager. Donc là, quand j'ai remis le Coran à fond et que j'ai récité, je le voyais plus sur le bord de la route. Alhamdoulilah. Donc là, il dit, je finis par arriver sur le parking de ma résidence. Je regarde, je lève la tête comme ça. Je regarde mon appartement. Il dit, je vous jure que je vois de la cuisine une ombre. Et j'étais en panique. Je me disais, est-ce que je monte? Si je récite le Coran, peut-être j'aurai rien. Est-ce que je reste dans ma voiture? Qu'est-ce que je fais? Mais il dit, il faisait trop froid pour rester dans la voiture. Et la laisser allumer, ça allait tuer sa batterie aussi. Ça faisait du bruit par rapport aux gens qui dorment. Les gens, ils travaillent le lendemain. Les enfants, ils ont l'école. Il a dit, il ne voulait pas déranger. Donc là, il dit, je récite à mort le Coran. Et je vais décider de rentrer chez moi. Et donc là, avant de mettre la clé, je récite le Coran. Dès que je finis, je tourne, j'ouvre la porte, j'allume la lumière, je dis Bismillah, je rentre, je referme la porte derrière moi. Il dit là, je suis choquée. Mon appartement, il avait l'odeur horrible, nauséabonde de la maison du sorcier où je l'ai tué. Direct, il dit, je marche tout droit, j'arrive au salon, j'allume la télé, je mets directement la chaîne de Coran. Là, alhamdoulilah, je trouve qu'il y avait l'imam Mohamed Ayoub qui était en train de réciter quoi? Qui était en train de réciter Baqara. Je décide de m'allonger sur le canapé et de m'endormir dessus et de pas du tout m'approcher ni aller dans ma chambre. Il dit donc là, je suis restée comme ça jusqu'au lendemain matin, alhamdoulilah. J'ai eu aucun ressenti bizarre. Je me suis levée, je suis partie à la mosquée, c'était le Fajr. J'ai fait la prière là-bas, je suis revenue à l'appartement. Et je me suis recouchée et j'ai dormi jusqu'à 11h. J'ai bu le coranisé de ma mère et j'ai pris mon petit déjeuner. Ensuite, je me suis préparée et je me suis mis en route pour aller à la mosquée de l'oncle Abdallah. Puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai rendez-vous avec lui par rapport à tous les problèmes qui m'arrivent. Dit là, sur tout le trajet, j'étais pas moi-même. Et je le sentais et je le voyais. J'étais pas bien, stressée. Je savais pas ce qui m'arrive. Plein de fois, je voulais faire demi-tour, rentrer à la maison. Comme s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui essayait de m'empêcher d'aller voir l'imam Abdallah. Il dit avec peine, subhanallah, j'arrive à la mosquée, j'arrive avec le moment de la prière de Dor, j'ai prié, ensuite l'imam m'a repéré, l'oncle Abdallah, il est venu me voir, il m'a salué, après on s'est mis dans un coin, on s'est installé, il m'a demandé comment j'allais par rapport à hier, est-ce que rien de bizarre ne m'était de nouveau arrivé. Donc je lui ai dit une fois que j'avais raccroché avec toi, que j'étais en train de repartir chez moi, j'ai vu le sorcier plusieurs fois sur mon chemin, ensuite par la fenêtre de mon appartement. Et mon appartement, il avait une odeur bizarre. Je lui ai tout raconté, tous les détails que je lui ai donnés. Il a dit, c'est sûr que j'étais traqué par un djinn qui veut se venger, un djinn vengeur, quoi. Et qui devait être un des serviteurs du sorcier que j'ai tué. Donc là, il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, même si eux, ils pensent qu'ils sont forts, Dieu est plus fort qu'eux, et on va les combattre, Inch'Allah, par notre foi. Et donc l'imam commence à réciter. Au début ça va, ça me fait même du bien en réalité, mais très vite je vais commencer à avoir très chaud, ensuite des picotements dans le corps, me sentir mal, vouloir comme me lever, donc je sens son bras qui me tient et il me frappe genre comme ça, genre ça va aller. Donc là aussi intérieurement, donc je me sens de plus en plus mal, je commence à avoir des vertiges, ensuite je commence à vouloir pleurer, mais pas pleurer parce que les paroles du Coran qui récite l'imam me touchent et me font du bien. Non, je commence à pleurer parce que j'ai pas envie d'entendre ça en fait. Alors que moi, j'adore écouter le Coran. C'est ce que je fais le plus. Et lui, à la fin, quand il a fini, l'imam lui a dit c'est bon, comment tu te sens, comment tu ressens les choses? Il dit ça va, je me sens bien, ça m'a fait du bien. La vérité, au début c'était un peu dur, mais ça va. Là ça va, alhamdoulilah. Donc là, l'imam lui a dit écoute, là j'ai commencé, on va dire, le travail, le processus, mais c'est toi qui dois faire la plus grosse partie du travail. Il lui dit comment ça? Il lui dit en récitant Surat Baqara, comme je t'ai dit, de toi-même. Parce que c'est toujours mieux de faire la ruqya soi-même que la faire par quelqu'un. Quand tu fais ça, quoi qu'il arrive, quel ressenti tu vas avoir ou quelle chose peut-être que tu risques de voir, tu m'appelles, même s'il est très tard, t'inquiète pas, mon téléphone, il est à sonner, il est à ma tête, tu m'appelleras et tu me diras ce qui s'est passé. Donc là, il a dit, je repars de la mosquée, plein d'énergie positive, plein d'espoir et surtout de force et de courage. Donc il dit, je devais passer à mon appartement,
faire une petite douche, me préparer, prendre mes affaires du travail et aller au poste. Maintenant, mon objectif, c'était de faire que ce sorcier, je l'oublie totalement, et que s'il avait un djinn, ou quelque chose comme ça, c'était de le tuer, pas comme lui, comme je l'avais tué, mais de tuer le djinn, sa façon à lui de le tuer, c'était par le Coran, et ça, je m'étais juré de le faire, en récitant, en faisant tous les conseils que l'imam m'avait dit d'appliquer. Donc là, je suis partie chez moi, j'ai fait vite fait une douche, j'ai pris un petit truc pour manger avec moi en chemin et je suis arrivée au poste. Il dit au moment du Asr, donc vers la fin d'après-midi, je devais faire une ronde avec un de mes collègues policiers. Donc on prend la voiture, on commence une patrouille, on va dire classique. À un moment donné, on va passer par une route où on va voir un monsieur bizarre, qui se maintenait bizarre, qui était de dos, on voyait même pas son visage. Et tout de suite, que ce soit moi ou mon collègue, on a été interpellé par cette personne. Parce que son comportement, il avait l'air suspect et bizarre. Et nous, on était en ronde, en patrouille. Donc les gens comme ça, ils nous attirent directement. Et d'habitude, on les arrête parce que souvent, ces gens-là préparent des mauvais coups. Avec tout ce qui m'est arrivé et tout, je pensais que c'était encore une vision. Décidé de faire quoi? Khaled, c'est de descendre. Et il marche et il dit, donc je décide de l'interpeller en lui disant Assalamu alaikum, parce qu'il avait l'air d'avoir un certain âge, donc je me disais peut-être qu'il m'entendait pas. Il dit, plus je m'approchais, plus je sentais déjà une odeur qui me rappelait fortement l'odeur du vieux monsieur, effrayante, mais aussi quand j'ai vu son vêtement, ça m'a rappelé directement le vêtement qu'il portait, et aussi ça m'a rappelé sa posture, le vieux. Mais je me disais, c'est pas possible, le vieux, je l'ai tué. Il dit, dans ma tête, j'ai senti un danger. J'ai voulu commencer à faire des pas pour repartir à la voiture, que là, il s'est retourné et là, il n'y avait plus de doute. C'était le sorcier qui s'était mis à rigoler et à me regarder droit dans mes yeux. Et là, j'étais en panique. Donc, directement, j'ai sorti mon arme et j'ai dit, c'est pas possible, je t'ai déjà tué. J'allais tirer et là, je sens, pam, une main sur mon épaule. Et quand je me retourne, c'était mon collègue. Et là, je lui dis, tu l'as vu? Là, mon collègue dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive, Khaled? Et là, je lui dis, tu l'as vu, regarde, il est là, pourtant je l'ai tué. Mon collègue, il lui dit, mais qui est là? Et quand il s'est retourné, il a vu qu'il n'y avait personne. Il lui dit, mais dans la voiture, toi-même, tu m'as dit, c'est qui lui? Il lui dit, mais non, mais moi, je te parlais d'un truc dans le téléphone. En fait, il lui avait montré un truc dans le téléphone. Genre, il lui avait montré un truc sur TikTok. Le mec, il faisait un truc débile et il lui a dit, c'est qui lui? Est-ce que tu le connais? Ça n'avait aucun rapport. Il lui a dit, si. Il y avait un monsieur, il était comme ça, et comme ça. Il lui a dit non, il n'y avait personne, on n'a croisé personne, on fait notre ronde et notre patrouille normal. Mais à y réfléchir, t'as pas l'air trop dans ton assiette, Khaled. Là, il dit, on repart à la voiture. C'est moi au début qui était au volant, mais là, le collègue, il m'a dit non, je vais prendre des clés. Donc là, il dit, je monte siège passager et je suis pas bien, je fais que de me retourner. Et je vous jure qu'il a disparu. Mais je l'ai vu. On repart dans la voiture, il y a un silence. Moi, je tremble, je suis pas bien, je me pose 10 milliards de questions. Je me dis, c'est pas possible, je l'ai tué, comment ça se fait que je l'ai vu, je sais qu'il est mort et enterré. Et je vois très bien dans le regard de mon collègue que lui aussi, il me regarde en mode, waouh, je pense, Miskin Khalid, il est devenu fou. Et donc là, je me sentais tellement pas bien que j'ai décidé d'aller voir mon chef et de lui dire, écoutez, je me sens vraiment pas bien. J'ai besoin de rentrer chez moi. Il a dit, lui-même, son chef, il n'a pas cherché à savoir ni à comprendre parce que ça se voyait trop sur lui qu'il était au plus mal. Donc il lui a donné l'autorisation de rentrer. Il dit qu'il est rentré avant le coucher du soleil, avant la prière de l'Omar. Il dit, là, je me sentais vraiment, mais oppressé. Un sentiment, il dit, je le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Un sentiment que j'allais pas m'en sortir et que toutes les portes s'étaient fermées et que ça y est, j'étais piégé et qu'ils allaient finir par me tuer et me faire du mal, c'est sûr. J'ai passé la semaine la plus horrible de toute ma vie parce que j'arrivais plus à aller au travail. Donc il m'avait dit que je pouvais rester à la maison. Mais à la maison, j'entendais des choses, je voyais des choses, je voyais le sorcier, je l'entendais, il me parlait, mais je comprenais pas ce qu'il me disait. Je comprenais que quand il disait, on t'avait dit que tu allais le regretter. Je voyais des choses que je peux même pas vous dire, ni vous décrire, tellement que c'était effrayant et apeurant. J'essayais de suivre quand même les conseils de l'imam, réciter, lire. Mais à chaque fois que je commençais à lire, j'entendais un bruit, soit dans la salle de bain, soit dans ma chambre, soit dans la cuisine, soit une lumière qui s'éteignait, qui s'allumait, un cri, un souffle. Vraiment, c'était horrible. Moi, j'ai appelé l'imam et je lui disais ce qui m'arrivait, comment j'étais, mais il me disait qu'il fallait tout de même que je continue de réciter parce que là, il avait la confirmation qu'il y avait un truc qui était chez moi. Et en fait, quand je récitais, ça le dérangeait, ça lui faisait du mal. Donc sa manière à lui
de me faire taire et de continuer à avoir la force sur moi, bah, c'était de me faire peur pour que j'arrête de réciter, mais qu'au contraire, il fallait que je combatte et que je continue, que ce soit lui qui s'affaiblisse et non moi. Il dit donc là, l'imam, il m'a tellement menacé de continuer que je l'ai fait. Il dit à un moment donné, je suis arrivé à un verset bien précis, et là j'ai entendu un cri dans la cuisine. Ce cri, il était tellement effrayant et glaçant que dites-vous, toutes les lumières que j'avais laissées dans mon appartement allumées, toutes se sont éteintes. En panique, j'étais assis sur mon canapé et je commençais à entendre du bruit dans le couloir, des respirations, des rires de femmes, des rires d'enfants, des rires d'hommes. Et il dit à un moment donné, mes yeux, je sais pas pourquoi, ils tombent dans le coin de mon salon et là je vois un homme et je vois l'homme qui ressemble fortement au sorcier, qui s'approche de moi et qui me regarde. Et là, moi, j'étais paralysée, je savais pas quoi faire. Il y avait personne avec moi, on était en pleine nuit, mon téléphone, il était loin, j'étais perdue. Et là, il a commencé à vouloir de nouveau m'étrangler. Je commençais à partir et je me rappelle ce qui a déclenché ce cri, le verset. Et j'ai fait que de le réciter. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et plus je le récitais, plus je sentais l'emprise de cette chose qui me lâchait. Et il dit, je suis arrivé, je vous jure, à le réciter plus de 20 fois. Et de nouveau, cette chose, elle va hurler. Il dit donc à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai repris moi la force sur lui, puisqu'il a commencé à pleurer, un pleur effrayant, à crier et après à parler, mais cette fois-ci dans une langue que je comprenais, à me supplier d'arrêter, parce que ça le brûlait, ça lui faisait du mal. Donc moi j'ai récité, je rajoutais, et ils sont reculés maintenant, c'est moi maintenant qui lui faisais peur. Et il est parti dans le coin. Je l'ai vu apparaître la première fois, quand il rigole. Je savais que c'était moi qui étais en position de force. Et je continuais de réciter, jusqu'à un moment donné, je ne sais pas vous expliquer comment ou vous dire comment, mais il n'était plus là. Mais chez moi, ça sentait fort de brûler. Mais d'où ça venait, je ne sais pas. Il dit au moment où, ça y est, je ne le voyais plus, à ce moment-là, il y a eu l'appel à la prière de Salat al-Isha. Donc là, j'étais rassurée d'entendre l'adhan, mais j'étais quand même en panique parce que je me disais, imagine, il a fait exprès de disparaître et qu'il va réapparaître. Donc j'ai préféré, partir tout de suite de l'appartement. J'ai pris les clés de ma voiture, j'ai sauté dans mes baskets et je suis partie. Donc là, j'ai roulé jusqu'à la mosquée où l'oncle Abdallah, il travaille. Je suis arrivée, j'ai fait la prière. Heureusement, il était encore là. Je lui ai fait signe de m'attendre, on s'est mis dans un coin et là je lui ai raconté toute la scène que je vous ai dit. Là, je lui ai dit, il fallait qu'il me dise tout de suite dessus parce que la chose, elle a essayé de me tuer et je l'ai brûlé. Je sais qu'il va revenir se venger parce qu'il me l'a promis et il me l'a dit. Donc là, j'ai peur de rentrer chez moi, je vais mourir, j'étais vraiment pas bien. Donc là, l'imam, il dit, il s'attendait pas à ce que ce soit super puissant à ce level-là. Donc là, il m'a dit, viens avec moi. Il m'a mis dans sa voiture et il m'a ramené chez un raqi spécialisé qui avait plus d'expérience que lui et qui se connaissait plus dans les domaines comme ça, plus chauds, on va dire. Et quand il l'a ramené donc chez cet imam, l'imam, l'oncle Abdallah, il a expliqué, ensuite il l'a pris, il a récité et en fait on va s'apercevoir que le pauvre, il était possédé. Vous vous rappelez le cri qu'il a entendu de la femme, c'était la femme de cette chose, sauf que le sorcier, il était marié à une chose, il n'était pas marié à une humaine, il était marié à une génie. Et c'est elle en fait qui s'était mise dans son corps pour se venger et qui le traquait. Donc là, il est resté, il nous dit, ce policier, des mois et des mois à se faire soigner. Ils lui ont conseillé de ne pas rester seul chez lui. Donc il avait pris ses affaires, il était parti s'installer chez sa mère. L'imam, il venait là-bas le soigner. Il a dit après plusieurs mois, alhamdoulilah, il a fini par être totalement guéri et soigné. Entre-temps, l'enquête, ils ont réussi à la boucler. Ils ont réussi à mettre la main sur tout le clan du sorcier. Et cette lettre, en fait, appartenait bien, au James Rahim qui commandait, on va dire, le sorcier. Et il ne veut pas donner son nom et il a tout à fait raison. Donc il dit depuis, il a changé de travail, il n'est plus policier, qu'il est parti carrément, il a changé de pays et qu'il a recommencé à zéro. Et que ça a été dur pour lui de se remettre de cette affaire et de cette histoire. Il dit quand même, d'un côté, il est content d'avoir mis fin à un homme qui faisait autant de mal. En tout cas, il dit ce qui est fait est fait. Il va voir même un psy pour
essayer d'oublier parce qu'il dit à chaque fois il fait des cauchemars malgré que alhamdoulilah tout est derrière lui, que c'est fini, mais il dit c'était tellement intense, tellement choquant, tellement flippant que par moments il dit il s'en rappelle. Donc on lui a conseillé d'extérioriser cette histoire, de la raconter. Il espère ainsi, il dit la seule chose qu'il veut c'est que les gens qui vont entendre cette histoire, ils pensent à lui en lui faisant juste des invocations sincères, en demandant à Dieu qu'il oublie et qu'il soit soigné et que plus rien de mal dans sa vie ne lui arrive. Il dit il a toujours mis en doute ces histoires-là, ces histoires de paranormal, de surnaturel, de sorcellerie, de possession, mais qu'une fois en fait que vous êtes face à ça, il dit subhanallah, tous vos doutes se dissipent en même pas l'espace d'une seconde. Il dit lui toute sa vie, il en rigolait, il disait que ça n'existait pas, que ça appartient à une autre ère, à une autre époque. Il dit, malheureusement, il a appris à ses dépens que c'est encore bel et bien d'actualité et qu'il y a des choses très très sombres qui se passent. C'est juste parce qu'on est humain et qu'on le réfute. Mais le jour où on est face à ça, il dit, c'est trop tard. Il dit, en fait, il faut le vivre pour le comprendre. Parce que lui, il pensait soit qu'il finirait mort ou soit qu'il finirait fou. S'il n'avait pas trouvé des bons imams, des bons raqis, des gens qui l'ont tendu la main et qui l'ont aidé, et qu'il ait la foi qu'il ait eue, il dit c'est sûr qu'il n'aurait pas survécu et qu'il aurait fini soit par mourir parce qu'il n'aurait pas pu continuer de vivre et à supporter tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait, tout ce que ces choses lui faisaient, ou soit c'est ces choses carrément qui auraient fini par le tuer parce qu'il lui avait promis. Donc voilà, c'était l'histoire de Khaled le policier et du sorcier qui l'a tué. J'ai fini cette vidéo et cappuccino, j'espère que vous avez flippé. Donc cette histoire, vous avez vu, elle mélangeait de l'horreur et de la sorcellerie. Donc cette histoire, j'avoue, je pense pas, miskin, il m'a fait trop mal au cœur de vivre tout ça tout seul. De vivre ça déjà c'est fou, mais quand tu le vis seul c'est encore pire. Quand tu vois ces choses et t'es pas en duo ou en trio, c'est toujours plus dur que quand t'es tout seul à vivre ces choses là, c'est horrible. Tout dans cette histoire fait peur, tout dans cette histoire angoisse, tout dans cette histoire est effrayant, mais tout de même il y a toujours cette note d'espoir de se dire qu'avec la foi tout finit par être combattu et tout finit par rentrer dans l'ordre. Malheureusement, pour certains, ça prend du temps. Parce que même quand on finit par être, on va dire, soigné de manière spirituelle et que ces choses-là te lâchent et que c'est fini et tout, ton cerveau, il se rappelle. Parce que les choses traumatisantes comme ça restent. Donc, il a bien fait d'aller voir un psychologue pour essayer de se soigner, d'extérioriser. Il a carrément abandonné son métier parce que ça lui rappelait trop, en fait, cette histoire. Et changer de pays aussi, prendre un nouveau départ, peut-être ça va lui faire du bien. Donc il veut raconter son histoire pour essayer d'avoir le maximum d'invocations pour qu'il oublie en fait et qu'il revive normalement. Donc j'avoue c'est trop touchant. Et Inch'Allah, on lui souhaite que le bien et surtout la guérison totale, Inch'Allah. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous en remercie. Je vous invite à écrire en commentaire le mot policier. Voilà. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas toujours fait à la chaîne, de venir me suivre sur TikTok, Instagram et mon Snapchat. Je n'ai pas de Facebook et je n'ai pas de Twitter. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!